Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène. Aujourd'hui, notre radio a déplacé son plateau au Sub à Lyon pour une édition en public au cœur des journées métropolitaines de l'ESS. Et cette année, les journées posent la question du point de bascule de l'économie sociale et solidaire, avec des conférences, séminaires, ateliers et autres forums toute la journée. Et nous en avons profité pour nous installer ici pour les 3 prochaines heures avec un programme qui va se consacrer aux alternatives concrètes que propose l'ESS pour mieux vivre dans un contexte de changement global. Donc aujourd'hui, nous parlerons de logement avec Yannick Lecomte et Anne-Sophie Thomas, des éco-organismes avec Aurore Médieux, d'alimentation en compagnie de Marie-Amandine Vermillon et Mathilde Ferrand, et enfin d'indépendance des médias avec Pierre Lemerle et Robin Saxo. Et à 16h, sous la verrière, nous diffuserons un nouvel épisode du spectacle de stand-up Le Feu au lac. Et on commence la journée avec un tour d'horizon sur l'état de l'ESS en France aujourd'hui. Entre tensions géopolitiques, des finances nationales dans le rouge, un contexte politique et social intérieur instable, prenant un virage légèrement droitier, et des collectivités territoriales sommées de se serrer la ceinture, les acteurs de l'économie sociale et solidaire se retrouvent pris en étau. Mais comment survivent-ils à cette multicrise et quelles sont les perspectives pour le secteur ? Ce sont à ces questions qu'on va tenter de répondre avec mes 3 invités. J'ai le plaisir d'accueillir derrière le micro Josépha Poré, directrice générale de Ronalpia. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Également Nicolas Planchon, coprésident de la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous également. Et enfin, Emeline Baume, première vice-présidente de la métropole de Lyon à l'économie, le commerce, le numérique et la commande publique. Bonjour. Bonjour. Merci donc à tous les 3 d'avoir répondu à mon invitation. Alors, je le disais dans mon introduction, la situation économique en France est compliquée. Et c'est plutôt un euphémisme que de dire ça, avec pour résultat des coupes budgétaires dans de nombreux secteurs. Comment les acteurs de l'ESS ils résistent à cette période-là ? Qui veut répondre ? Nicolas Planchon, peut-être. Qui veut prendre la parole sur cette difficile et résistible question ? Comment ils s'en sortent ? En fait, ils s'en sortent dans la mesure où ils ont une obligation de s'en sortir, puisqu'ils répondent à des besoins sociaux. Et dès lors que les besoins sociaux ne disparaissent pas, les acteurs de l'ESS ne disparaîtront pas, quel que soit le modèle économique exogène par ailleurs. Évidemment que nous sommes impactés, quand je dis nous, c'est l'ensemble des opérateurs de l'ESS dans leur diversité, sont impactés par les effets des différents PLF et les effets dominos en termes de soutien public, notamment des collectivités territoriales qui sont astreintes, comme vous le disiez, à se serrer la ceinture, pour reprendre l'expression. Se pose aujourd'hui moins la question de la pertinence de l'action des opérateurs de l'ESS que de leur modèle économique. Et la question aujourd'hui, c'est quelle hybridation des ressources se pose en termes de perspectives pour continuer à répondre à ces besoins sociaux. Nous plaidons toutes et tous autour de la table probablement pour que l'ESS devienne l'économie de droit commun, pour reprendre la question du point de bascule. En attendant, l'hubris générale de notre société n'est pas terminée, et donc on attend la chute de Rome avant de pouvoir s'y installer. Voilà. J'ai regardé Mégalopolis hier soir, c'est vraiment dans le thème. Emeline Baume. Pour compléter Nicolas, effectivement, il y a un effondrement de tout ou partie des subventions vers la diversité des acteurs de l'ESS. Je rejoins Nicolas sur le fait que les besoins sociaux restent, on vient de l'évoquer là en introduction des journées métropolitaines de l'ESS. Je pense au quotidien, au sport, à l'accompagnement social, à la culture, à l'alimentation. Et on émet l'hypothèse, sans doute tous les 3, en tout cas moi en tant qu'élu local, que des habitantes et habitants, comme ils l'ont fait il y a plusieurs années, et le font régulièrement parce que c'est un sujet de cycle quand même, se lèveront et se mobiliseront peut-être un peu plus et un peu mieux, y compris avec de l'épargne citoyenne, pour soutenir en tout cas certaines organisations de l'ESS qui n'ont pas le temps d'hybrider leur modèle économique. Et deuxième réponse, je rejoins Nicolas sur l'hybridation ce qu'on appelle des modèles d'affaires, en prenant le cas d'usage d'une collectivité comme la métropole de Lyon qui ne croule pas sous les recettes, ça c'est certain, mais par contre a le mérite depuis juillet 2020 d'avoir dit dans son récit politique, nous on veut transformer le territoire et accompagner la transformation des modèles économiques, et ça implique
de faire le chemin depuis les TPE, PME, PMI, ETI vers les acteurs de l'ESS, donc de créer des ponts, créer des capacités de coopération. Et pas nécessairement que dans l'autre sens. Je viens aussi de ce monde-là, de l'ESS et de la militance, où on avait tendance à dire on est les purs, on est les meilleurs, on est les plus efficaces socialement et environnementalement, et on n'ira pas voir les autres. Force est de constater, j'ai donné cet exemple-là, sur le territoire, on a une SIC qui est très efficace environnementalement, socialement, parce qu'elle porte des emplois en insertion, et la métropole est rentrée au capital avant même qu'on soit en hyper situation de responsabilité, c'était en 2019. Cette SIC, c'est Iloé, elle répond à un vrai besoin qui est de trier et de faire du recyclage matière des encombrants qu'on trouve dans la rue. On a au capital de cette SIC des entreprises du déchet. Donc c'est bien la preuve que si on mobilise, et c'est là de mon point de vue que le service public, quel que soit son niveau, quelle que soit la maille territoriale, l'arrondissement, la commune, la métropole, la région, l'État, ce qu'il faut qu'on mette complémentairement au financement sur la table, c'est de la facilitation et de l'ingénierie de projet. Dit autrement, financer du temps homme, du temps femme pour accélérer ces hybridations de modèles d'affaires. Et comme ça, je passe la balle à Josépha. Et j'ai même pas besoin de le faire. Effectivement, un de nos sujets, c'est de se dire comment l'économie sociale et solidaire reste bien en haut de la pile des préoccupations plus largement. Peut-être pour vous faire un petit retour, on a fait une étude au sein de notre communauté et 76% des structures qui ont répondu sont déjà touchées et impactées par la crise budgétaire, soit par du gel de dotation, un carnet de commandes aussi qui se rétracte, et 87% des structures voit déjà les conséquences, mais du coup, il y a aussi des conséquences internes sur les conditions de travail aussi des organisations de l'ESS. Donc voilà, effectivement, le tableau n'est pas très réjouissant aujourd'hui. On parle effectivement de l'enjeu d'hybridation des acteurs de l'ESS qui peuvent être une des solutions aussi pour venir pérenniser une partie du modèle économique. Nous, on alerte quand même sur l'enjeu de marchandisation de l'intérêt général et de, certes, essayer de déployer une partie de l'activité qui puisse être marchande, mais sans toucher à la notion d'utilité sociale qui reste quand même au cœur de ces organisations. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent. Nous, on est en train de lancer justement un programme d'accompagnement pour venir aider les entreprises sociales qui sont dans ces cas de figure aujourd'hui à venir hybrider une partie de leur modèle économique, mais on n'est pas la seule réponse, et aujourd'hui il y a un enjeu aussi de venir structurer, comme le disait Emeline, l'ingénierie autour de ces organisations pour les aider à passer, on espère que ce soit qu'une mauvaise passe et temporaire. Ouais. Je voudrais rebondir. Alors, je ne sais pas ce qu'on dira le coprésident de la CRES, mais on se l'est partagé avec l'URSSCOP dans la plénière d'avant. C'est important d'avoir en tête que certes, il y a des cycles économiques, des cycles financiers. Ceci étant dit, moi, ce que j'observe en tant qu'élu local, c'est qu'il y a aussi un peu quand même une question générationnelle de rapport à l'intérêt territorial et aux politiques. C'est-à-dire que... Là, autour de la table, il y a 2 personnes qui ont le même âge, à peu près. On est de la même génération, Nicolas et moi. Et on est de la génération qui a vu naître, par exemple, les épiceries sociales et solidaires. Si vous regardez bien, les épiceries sociales et solidaires, elles ne vont pas bien du tout sur le territoire. Et pourtant, sur les sujets alimentaires, il y a une nouvelle idée qui a émergé, qui est la sécurité sociale alimentaire et les caisses communes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque génération, en fait, ça c'est le côté positif, on émet l'hypothèse qu'il y a de nouvelles envies d'agir, de nouvelles idées qui sont prototypées. Ce qu'il faut... ce que les pouvoirs publics doivent absolument faire, c'est créer les conditions d'accompagnement de ces prototypages, de ces émergences. Et si ça tient un petit peu dans le temps, c'est-à-dire que si les envies d'agir tiennent dans le temps, si les hommes et les femmes qui, en vieillissant, s'il y a du renouvellement au sein des associations, dans les coopératives c'est différent, mais en tout cas dans le mouvement citoyen, s'il y a toujours du portage, alors il faut que les collectivités assurent les conditions du déploiement et de la croissance de ces organisations-là. Mais j'ai envie de dire, j'ai un cas d'usage précis là sur, il se trouve qu'on est aux subsistances dans le premier, il y a une association de parentalité, d'éducation là, qui est en train, en tout cas, qui est au plus mal. Cette association, elle a 20 ans. Une des raisons pour lesquelles elle ne va pas très bien, certes, il y a eu un choc financier, mais c'est aussi, et d'abord et avant tout, parce qu'en fait, le portage citoyen-citoyenne, c'est
franchement affaibli. Et c'est pas... Il y a eu la perte de financement, donc le portage citoyen-citoyenne s'est affaibli. Il y a eu de la baisse d'attention, de vigilance, de ténacité des citoyens et citoyennes. Et de fait, les financeurs en ont profité pour se désinvestir pas à pas. Et du coup, on est au pied du mur. Et donc, je pense que c'est important aussi d'être au clair. Alors, dans ma posture d'élu, c'est facile, c'est de dire, donc, du coup, de rester en éveil et de créer les conditions de l'émergence, de prototypage et de test. Ça veut dire que ça peut aussi rater de nouvelles solutions que Nicolas et moi, par exemple, ne connaissons pas parce qu'on est d'une autre génération et qu'on ne traîne pas forcément avec les 15-20 ans, pour être clair. De donner les conditions à des incubateurs comme l'incubateur que fait vivre Josepha, de pouvoir accompagner cette diversité de projets. C'est vraiment important. Il faut voir le foisonnement d'initiatives comme un témoin positif de notre société. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète tout autant que la baisse des financements publics. Je pense que c'est le deuxième indicateur qu'il faut regarder. Mais cette perte-là, justement, peut-être de bénévoles ou de personnes, d'habitants qui s'inscrivent dans leur territoire par la participation à des associations notamment, mais aussi à d'autres structures, est-ce que c'est pas lié à un contexte plus général et comment est-ce qu'on pallie à ce contexte plus général, à ces discours, à cette individualisation et marchandification de la société ? Peut-être un petit bout sur tout ce qui a été dit, à la fois sur... la crise du bénévolat, pour reprendre juste ce terme-là, depuis que le bénévolat existe, il est en crise. En gros, se le dire, donc il est pas, c'est pas un phénomène qui est centré sur notre époque. J'ai un chiffre, c'est qu'en 2024, il y avait déjà près de 900 associations en France qui ont fermé, ce qui est quasiment un record, ce qui est un record depuis une dizaine d'années. Et combien de créations ? C'est ce que j'ai. Voilà. Non, mais en réalité, et puis entre la création d'activités, la fermeture d'associations et des associations qui sont en veille active ou semi-endormies, là-dessus, la question des datas sur la vie associative est extrêmement, extrêmement complexe à mesurer. Donc, il faut être très modeste sur la vivacité ou l'absence de vivacité ou la régression en termes d'investissement citoyen. Ce qu'on observe et ce qui est dit... à la fois par Emeline et par Josepha, c'est qu'on est dans une époque, et je reprends mon terme d'hubris, où on est en fin de cycle probablement, on est dans une tension paradoxale permanente entre une aspiration à l'ouverture, une capacité d'innovation dans les territoires qui est extrêmement, extrêmement vivace pour le coup, et dans le même temps, pour reprendre l'expression de l'autre, une période de repli général. Et la question de la sécurité sociale de l'alimentation est un bon exemple qui pourrait faire quasiment paradigme. Alors qu'on a un certain nombre de citoyens, d'élus, d'associations, de structures de l'ESS qui plaident et qui militent et qui ont une expertise sur comment est-ce qu'on pourrait créer les conditions de la formalisation d'une sécurité sociale de l'alimentation, les attaques contre la sécurité sociale classique, pour le coup, n'ont jamais été si massives. Donc, à l'heure où on plaide pour que chacun puisse s'alimenter dignement, avec le minimum pour exister, on va dérembourser des médicaments de traitement contre le cancer. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces paradoxes-là qu'il faut avoir en tête. Et donc, les entreprises de simplification, de dire qu'on est dans la tonalité d'une époque, de mon point de vue, elles sont fallacieuses. Donc, ce qu'on doit faire et ce qu'on continue de faire, évidemment, c'est s'appuyer sur la capacité d'innovation dans nos territoires et se dire que l'essentiel des solutions aux problématiques générales de notre temps ne sont probablement pas inventées et sont en cours d'émergence. Et donc, on fait avec la grille de lecture dont on dispose. Emeline rappelait que nous sommes d'une génération ancienne qui a vu l'émergence des épiceries. Attaque, je vois qu'il y a de l'agisme là, qui a vu l'émergence des épiceries sociales et solidaires qui sont en difficulté, mais comme un certain nombre d'acteurs, parce qu'il y a un besoin aussi de renouvellement, y compris des modèles. Ce qu'on plaide et ce qui est je dirais, une marque du changement dans les questions qui nous préoccupent, c'est qu'on n'est plus dans une logique d'un côté, la vertu supposée de l'économie sociale et solidaire, et de l'autre côté, les PME, TPE, qui seraient les chantres de l'ultra-libéralisme et de l'ultra-capitalisme sauvage et sans yeux. On voit bien aujourd'hui que l'enjeu, c'est de faire porosité et de gagner par le droit commun. Alors évidemment que l'intention du bien d'un certain nombre d'acteurs économiques dits traditionnels ne suffit pas. Par contre, est-ce qu'il y a une appétence dans tous les coins de la société pour se dire comment est-ce qu'on fabrique de l'utilité sociale, comment est-ce qu'on fabrique de l'intérêt général, tout en fabriquant de la marge brute
tout en fabriquant des excédents nets de gestion, et c'est valable y compris sur la question associative, et là il y a des progrès législatifs à faire pour que les salariés, les acteurs se rémunèrent aussi correctement. Aujourd'hui, la capacité de trésorerie, par exemple, des associations et des structures du secteur de l'IAE, elle a été évaluée à peu près à 2 mois de réserve pour couvrir les salaires. C'est-à-dire que potentiellement, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont majeurs pour la cohésion sociale, qui sont en menace de DCP, de déclaration de cessation de paiement. Donc ça, c'est vraiment des inquiétudes à l'instant T. Et on voit que ce travail-là ne peut se faire qu'avec les acteurs locaux directs, publics et privés. Et c'est donc appliqué à nos territoires un principe de subsidiarité et de fabrication de passerelles de possibles. C'est ce qu'évoquait Emeline tout à l'heure, avec du temps dédié pour de l'ingénierie, y compris sur la fabrication de nouveaux modèles, parce que les opérateurs qui sont dans l'action concrète et quotidienne de la réponse aux besoins sociaux n'ont ni le temps, ni l'énergie, ni le temps de travail à dédier à finalement fabriquer un autre cadre pour rendre ce possible, pour rendre ce nécessaire possible. Voilà. Et comment on explique justement que le secteur de l'ESS soit souvent la cible, soit souvent une variable d'ajustement quand il y a des crises et des problèmes financiers et budgétaires, de la part que ce soit à l'échelle nationale ou des collectivités territoriales. Et peut-être en exemple, Nicolas Planchon, pendant les difficultés budgétaires du début d'année, l'un des premiers postes de dépenses que la région a menacé de couper sont les subventions à l'ESS et donc à la CRES. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet épisode et nous expliquer au passage rapidement le rôle de la CRES ? Ouais, donc la Grèce, qui est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, sa vocation première, c'est évidemment de représenter, de porter la voix de l'ensemble des opérateurs de l'ESS, plus de les accompagner, de les former justement aux compétences nécessaires pour exercer leurs activités. Je parle des compétences transverses en termes d'administratif, de financier, etc. La Chambre régionale a vu ses subventions coupées par le Conseil régional sans motif politique qualifié, au motif public des contraintes budgétaires liées aux effets dominos du projet de loi de finances, en disant puisque l'État nous impacte fortement sur notre capacité à agir, il faut qu'on fasse des choix, et donc on diminue notamment et en particulier les subventions dédiées à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc en gros, pas de motif politique, un motif de restriction budgétaire, sauf qu'on n'a pas une diminution de nos baisses qui serait un motif finalement, enfin un acte de gestion budgétaire qui s'entend par ailleurs, mais une suppression, c'est-à-dire on passe de 230 000 euros à 0 euros, c'est-à-dire qu'on supprime, et même dans la matrice budgétaire du budget primitif de la région, on supprime la ligne de crédit dédiée à l'ESS et à un certain nombre d'acteurs. Donc c'est évidemment un motif politique et un choix politique que je ne remets pas en cause, qu'on s'entende, puisque un exécutif local, il est souverain et il assume pleinement son choix politique, et je ne remettrai jamais en question ce principe démocratique. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de motif. Alors, et on leur a renvoyé la question, mais pourquoi en fait, quel est le vrai motif? Pourquoi, en quoi on ne sert pas l'intérêt général ou l'utilité publique? Il nous a été répondu qu'on était considéré comme un écosystème administratif inutile. Je crois que c'est les termes exacts, de sorte que les acteurs qui siègent au sein de la CRES, l'Union régionale des SCOP, la Caisse d'épargne, enfin des acteurs concrets de terrain qui participent à la richesse, y compris économique pure, classique du territoire, ont été assez interloqués par ce choix de gestion. La réponse du pourquoi, je ne vais pas répondre à la place de l'ex-président du conseil régional devenu conseiller spécial. En tout cas, probablement que l'ESS est assimilé à un espèce de réservoir de gauchistes post-hippie qui s'attaquerait aux valeurs chrétiennes ou supposées capitalistes d'une certaine partie des élus du conseil régional, je ne sais pas. En réalité, on voit que les attaques générales se sont faites contre toutes les formes de société civile organisée, c'est-à-dire ce qui relève de la démocratie sociale. Donc, nous, la manière dont on a analysé, en réalité, on a considéré que c'était moins l'économie sociale et solidaire dans cet épisode-là, c'était moins l'économie sociale et solidaire qui était attaquée que la Chambre régionale. C'est-à-dire qu'en tant que
coordination de formes d'organisation de la société civile organisée, la démocratie sociale, qui est le deuxième pilier de notre République. Il y a la démocratie représentative classique et puis la démocratie sociale, qui est indispensable pour que la République marche sur ses deux jambes. Josepha Poré, est-ce qu'à Ronalpia, vous êtes également un réservoir de gauchistes post-hippie ? Est-ce que vous avez été impacté par ces décisions ? Comment vous vivez ce moment-là ? Et peut-être, est-ce que vous pouvez présenter Ronalpia ? Oui, alors on n'est pas... Alors Ronalpia, déjà, c'est une association qui a 12 ans, qui est née sur la métropole de Lyon avec cet objectif de venir accompagner les entreprises de l'ESS. Donc nous, on accompagne autant des acteurs associatifs que SAS, Agrémenté ESUS, enfin voilà, on a de SCOP, de SIC, on a une diversité d'entreprises qu'on va pouvoir venir accompagner, de l'émergence au changement d'échelle. Donc on essaye d'intervenir sur toutes les phases de développement de ces organisations. Et au-delà de l'accompagnement, on travaille en coopération avec une diversité d'acteurs, dont les pouvoirs publics, justement pour créer des écosystèmes qui soient favorables au développement, à l'émergence et au développement de ces organisations pour répondre aux besoins sociaux, aux fragilités de nos territoires plus largement. Aujourd'hui, on est présent au niveau de la région, sur 6 départements notamment, 9 antennes. C'est une équipe de 30 personnes qui fait ce travail au quotidien de proximité entre les entrepreneurs, les territoires et les acteurs qui sont présents plus largement. Donc là, l'écosystème, il a dû en prendre un coup. L'écosystème a pris un coup, effectivement, et en même temps, on voit une forme d'optimisme encore permanent des dirigeants, et je pense que c'est un des feux aussi de ces organisations, de ces dirigeants qui se mobilisent pour des besoins de société. Et aujourd'hui, cet optimisme, malgré la crise, résiste aussi. C'est peut-être la force de notre secteur aussi, une forme de résistance continuelle des différentes vagues qui peuvent arriver sur différents besoins qui peuvent émerger localement. Et nous, on a cette co-responsabilité aux côtés d'autres acteurs de continuer de la faire vivre. Ce que disait Emeline tout à l'heure aussi, comment on continue de soutenir aussi l'engagement citoyen qui veut transformer cet engagement en entreprise. Et voilà, c'est près de 800 structures qu'on a accompagnées sur ces 12 dernières années. Donc elles sont là, elles sont présentes, et je pense que c'est un message qu'il faut continuer de porter. Un des défis, je pense, c'est aussi de continuer d'apporter une forme de visibilité aussi à cette économie. Et la journée qu'on est en train de vivre organisée par la métropole de Lyon, et aussi un choix politique de rendre visible cette économie auprès de différentes parties prenantes. Et peut-être que cette responsabilité-là, elle est aussi apportée collectivement de montrer ces nouvelles formes aussi d'organisation. Quand je dis nouvelles, c'est plus très nouveau maintenant l'ESS, mais de se dire que c'est des manières de faire autrement qui fonctionnent. On a aussi des beaux exemples qui perdurent et qui permettent d'apporter une vie différente aussi à l'échelle de nos territoires, et donner envie aussi aux nouvelles générations de s'engager auprès de ces modèles. C'est aussi un des enjeux et des missions aussi de la CRES quand elle intervient aussi auprès des établissements scolaires, etc. Donc c'est comment globalement on continue de porter un discours qui est aussi embarquant pour porter ces enjeux de transformation et de transition écologique et sociale. Emeline Baume, comment à la métropole on réagit quand il y a de telles décisions qui sont prises ? Est-ce qu'il y a des leviers, que ce soit politiques ou financiers, qui sont activables pour combler ces pertes ? Alors, pour moi, il y a 2 réponses. La première, et puis il y a un T0. Le T0, c'est, vous l'avez dit spontanément, ou Nicolas l'a dit, c'est que toutes les collectivités, toutes les échelles ont été percutées par la ponction État. Donc la métropole, on n'y a pas échappé, et en ayant en tête que la métropole, on est aussi un département, et donc on a cité ces acteurs-là. On porte la politique publique d'insertion, et derrière la politique publique d'insertion, il y a des hommes et des femmes du service public, il y a des travailleuses et travailleurs sociaux, et il y a aussi des structures dans lesquelles les hommes et les femmes qui sont en parcours d'insertion sociale et professionnels se testent et vivent du travail quelques heures ou toute une journée ou toute une semaine ou plusieurs mois. Donc c'est les structures de l'insertion par l'activité économique. Je voulais le dire parce que c'est important, parce que nous, on n'a pas échappé, nous, métropole, en tant qu'accompagnateur, porteur de la politique publique d'insertion. Il nous a fallu dire aux acteurs de l'ESS de l'insertion qu'on allait et qu'on a baissé une partie des fonds alloués à leur activité, mettant donc à mal pour certains
leur modèle économique en leur disant qu'on allait essayer de les accompagner autrement sur plein de sujets, mais quand même, c'est important d'avoir cette transparence-là. La deuxième réponse, c'est en fait, quand le conseil régional prend ses décisions, il prend ses décisions, ce que ça amène vers l'être politique que je suis, c'est de se dire, est-ce que au sein de l'équipe de Bruno Bernard de la métropole de Lyon, on est bien OK de maintenir tous les fonds publics affectés à la diversité des incubateurs, accélérateurs, facilitateurs, coordinateurs des organisations de l'économie sociale et solidaire dans leur diversité sur notre territoire. Est-ce qu'on est OK pour maintenir le budget ? Parce que c'est ce que j'ai dit là en introduction. De nos jours, un maintien de budget, ça vaut presque une croissance budgétaire. Je peux vous le garantir pour un département, que la vice-présidente en charge de l'économie dise on touche pas globalement au budget ESS et on continue à soutenir des pépinières d'initiatives à Villeurbanne, dans le 7e, etc. C'était pas si évident que ça, donc il y a un vrai message politique. Et après, comment on fait ? Josépha l'a dit spontanément, il y a quelque chose qui compte en politique et dans l'action publique et en politique en tant qu'être politique, c'est la constance en fait. Là, on est aux 3e journée métropolitaine de l'ESS. Oui, on a décidé de mettre moins d'argent sur l'événementiel à la métropole de Lyon et non, on n'a pas éteint la journée métropolitaine de l'ESS, on a éteint d'autres choses. Donc il y a des vrais choix politiques parce que je considère, avec mes collègues, et il y a des conseillères et conseillers métropolitains qui sont présents là, qu'on a au contraire besoin de permettre aux hommes et aux femmes de l'ESS de se voir, se rencontrer, de se nourrir. On a choisi le sujet de l'influence et là, au moment où on discute, il y a un temps dédié aux stratégies d'influence et permettre aux hommes et aux femmes dirigeants, membres de collectifs qui agissent dans des associations et dans des coopératives, de se voir aussi et de tisser des alliances pour rendre plus robuste, entre autres, leur modèle économique ou même eux se rendre plus robuste. Et j'en fais partie. Moi, je considère cette journée-là, au même titre que d'autres journées qui existent dans l'année, comme des moments de respiration. C'est vraiment sincère, quoi. On en a besoin, sinon on ne se voit qu'en ordre dispersé. Ça ne fait pas tout, ça fait pas toute l'influence qu'il faut qu'on porte à l'échelle nationale, mais ça participe à. Et je termine en disant, cet après-midi, j'ai fait le choix de bouger le programme il y a quelques semaines pour qu'on parle d'économie circulaire territoriale. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, on a appris à l'échelle nationale qu'un gros réseau d'insertion en vie était en grand danger, qu'une autre structure qui finance d'autres acteurs qui s'appelle Refashion, on en parle beaucoup là avec la fast fashion, met en danger des acteurs de l'insertion. Et du coup, moi, j'ai fait avec, entre guillemets, j'aime pas le vocabulaire guerrier, mais avec les armes que j'avais, et j'ai dit, OK, ce qu'on voulait faire cet après-midi, on le fera pas. J'ai appelé les collègues et camarades de jeu de Roubaix, de Saint-Étienne, de Toulouse, de Nantes, donc les vice-présidents, vice-présidentes et adjoints, en leur disant, vous venez. On a écrit une tribune qu'on va rendre publique cet après-midi pour l'économie circulaire territoriale. Et cette tribune, ça sera pas une baguette magique, c'est juste, on contribue à nourrir le débat public pour faire comprendre à l'acteur public qu'il faut bouger quelque chose dont on n'a pas le temps de parler, qui sont les responsabilités élargies du producteur. Et ça tombe bien parce qu'on va parler d'ici une trentaine de minutes sur Radio Anthropocène également. Alors le temps file, donc on va devoir conclure cet échange malheureusement. Juste très rapidement, en quelques mots chacun et chacune, la journée elle s'appelle Point de bascule de l'économie sociale et solidaire. En quelques mots, un point de bascule vers quoi ? Quel avenir ? Quelle perspective ? Qu'est-ce qu'on souhaite à l'ESS dans les années à venir ? Nicolas Planchon. C'est moi qui Rapidement, commence. ouais. Rapidement, c'est pas exactement ma spécialité, mais je vais m'y atteler. Point de bascule, ce qu'on attend, alors le vœu, gageons qu'il soit pas pieux, c'est évidemment de faire droit commun. C'est que l'ESS s'installe pas du tout comme une alternative, mais comme l'économie de droit commun, parce qu'en réalité, ça n'est pas une alternative que de répondre aux besoins sociaux. C'est soit ça, soit on va vers un délitement généralisé de notre espace démocratique, de notre espace républicain et de notre cohésion sociale. Pour reprendre l'exemple très concret du secteur de l'IAE, si demain il n'y a plus de l'IAE, il faudra pas s'attendre à ce que les écoles et les équipements publics dans les quartiers populaires soient respectés et qu'on arrive à maintenir ces équilibres extrêmement fragiles qu'on a en fonction des disparités territoriales et sociales. Et je m'arrête là. Donc faire droit commun. Faire droit commun. Emeline Baume.
Pour compléter ce qu'a dit Nicolas, et vu ce qu'on vit en ce moment, peut-être en tout cas, un de mes souhaits court terme, c'est que chaque habitant connaisse l'économie sociale et solidaire et conscience de ce que les centres sociaux utilisent beaucoup comme vocabulaire, de leur pouvoir d'agir, de leur capacité de faire, y compris en tant que parents utilisateurs d'activités de loisirs. Voilà, je pense que c'est revenir vers le faire de la politique dans sa cage d'escalier, son quartier, sa commune. Ça, j'aimerais bien, parce que ce que j'observe, c'est que la démocratie représentative, elle a des limites, elle a des grandes limites. Donc, on en revient à cette stratégie-là. Le pouvoir d'agir de l'ESS. Josépha Poré, pour conclure. Aligné évidemment avec ce qu'a partagé Nicolas et Emeline. Peut-être un des souhaits court terme, c'est de renforcer aussi la capacité de coopération des acteurs à une échelle territoriale pour aller sur les sujets urgents de notre société et faire en sorte qu'elle ne soit pas de la responsabilité de quelques-uns. Et l'enjeu de coopération, à la fois en termes d'ingénierie, de mobilisation, ça reste quand même un des défis. Donc, je nous en souhaite plus. Eh bien, Josépha Poré, Nicolas Planchon et Emeline Baume, un grand merci à tous les trois. Bonne journée et à très bientôt sur Radio Anthropocène. Nous, notre plateau Journée métropolitaine de l'ESS, il continue avec tout de suite la conversation comment habiter, locatif privé, logement social, gestion coopérative, non lucrative. Quelles alternatives à la crise du logement à Lyon? Et ça, c'est animé par Louis Herman et Valérie Didier. Et moi, je vous retrouve à 13h avec un plateau sur l'indépendance des médias. N'oubliez pas, toutes nos émissions sont à retrouver sur radio-anthropocène.fr. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.